Bonjour, bienvenue sur le blog Ethics, Health and Death 2.0 ou Éthique, vie et mort 2.0 qui s'appelait anciennement Éthique et transplantation d'organes. Alors oui, tout est parti des transplantations d'organes parce que on s'est musclé dans la posture du don. Vous voyez, il n'y avait pas d'autre alternative. La médecine de remplacement, réparer c'est bien, augmenter l'homme c'est mal. Donc j'ai observé ça un petit peu avec les yeux de consultants internationaux très habitués à travailler dans des grands groupes et qui sont des conseillers pour des entreprises du CAC 40 et d'autres cotations boursières en innovation et en créativité. Et on s'est rendu compte que à se muscler dans la posture du don, on promeut le don d'organes comme unique solution à toute la médecine régénérative, la régénération de tissus, de cellules, d'organes, les nouvelles imprimantes qui vont bientôt imprimer des organes, toutes ces solutions alternatives, vous voyez, la microturbine à débit continu pour assister un cœur défaillant en remplacement, j'ai bien dit, en remplacement de la transplantation. Toutes ces solutions, elles sont un petit peu balayées, vous voyez, parce que la panacée, c'est le don d'organes. Alors là, échec cuisant de cette stratégie, qui continue pourtant depuis les années 80. Hein, il y a du boulot pour convaincre monsieur et madame tout le monde que eh bien réparer le corps humain, l'augmenter même avec certaines prothèses bioniques, ça va être l'avenir. Et l'avenir, c'est déjà aujourd'hui, hein, la génomique, le séquençage du génome, les cœurs artificiels, les imprimantes 3D pour imprimer des organes. C'est pas des délires, tout ça. C'est en route. Mais vous savez bien que nous, les Gaulois, on a tendance à pas trop regarder ce qui se passe ailleurs. Donc, nos bioconservateurs ont fait en France, donc nos législateurs, des lois bioéthiques qui réglementent un petit peu tout ça, ont fait interdire purement et simplement le séquençage du génome et autre chose comme tout ce qui est recherche sur les cellules souches, même adultes hein, finalement. Les banques de sang de cordon, c'est pareil, privé, public, donc pendant qu'on joue au ping-pong, rien ne se fait. Et pendant ce temps-là, on se fait un petit peu laminer par certains pays du style États-Unis, Asie, vous voyez ce que je veux dire, un peu les Singapour, Hong Kong, Shanghai, Pékin et autres pays très très innovants, même la Malaisie. Et donc voilà, ce blog est parti d'un constat qui fait que on prend les solutions d'hier pour répondre aux problèmes d'aujourd'hui, voire de demain, hein, puisqu'on sait bien que si on veut préparer les choses pour un avenir proche, il faut commencer à les mettre en place maintenant. Donc on a un petit peu de mal avec l'innovation en France, et pourtant on a une très bonne technicité, on a des entreprises de pointe qui innovent malgré tout, on n'en a plus beaucoup dans l'imagerie médicale, tout est passé dans d'autres pays et en Allemagne, mais on a quand même voilà des petites entreprises innovantes qui travaillent. Je me suis laissé dire que du côté de la fac de médecine de Paris 5 Descartes, il y a pas mal de choses qui se passent en virtuel, en réalité augmentée, en imagerie 3D, etc. Donc tout ça demain se prépare quand même aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas. Et j'ai continué à balayer mon regard sur l'ensemble des pays, mais pas seulement pour les problèmes d'éthique. Toujours à me dire comment les gens voient le monde. Est-ce qu'ils le voient comme nous? Et pourquoi est-ce que les Chinois verraient le monde comme nous, par exemple? Alors, voilà, j'ai été interviewer des Chinois. Pour vous, le don d'organes, la mort encéphalique, c'est quoi? Ah, non, attendez, la mort encéphalique, c'est pas la mort. On est mort quand le cœur s'arrête. Pour les Chinois, le cœur, c'est la notion centrale. On réfléchit, on mange, on parle, on bouge, on vit avec son cœur. Le cerveau, il est inclus dans le cœur, si vous voulez, ça fait partie du package. Donc tout ce qui vise à promouvoir la mort encéphalique sur laquelle on a légiféré pour dire que c'est la mort, ça c'était en 68, la mort encéphalique équivaut à la mort pour que les prélèvements d'organes puissent se faire. Mais il y a plein de pays comme ça dans le monde qui sont pas des petits pays, hein, tout le monde musulman, tout le monde bouddhiste, ça passe pas la mort encéphalique pour différentes raisons, hein, vous me direz.
Donc pour les Chinois bouddhistes, la mort encéphalique, on n'est pas tout à fait mort, donc le prélèvement d'organes intervient en fin de vie, vous voyez, donc il va empêcher qu'on meure au mieux possible pour avoir les chances de se réincarner le mieux possible. Donc ça met un petit peu des bâtons dans les roues de la réincarnation. En plus, le fait que ce soit pour des inconnus, les Chinois, ils aiment pas beaucoup, parce qu'il y a quand même un karma, une notion de karma familial, et bon, ce serait trop long à développer ici, mais donc les Chinois, ils rentrent pas trop dans le truc. Et les bouddhistes, donc chinois, japonais, tout ce qui est bouddhiste, vous voyez, ça fait quand même une grosse partie de l'Asie. Bon, si on prend les musulmans, alors là, ça va très vite. Moi, je vis une partie de l'année en Malaisie. La Malaisie, les Malais, ils sont de religion musulmane. C'est eux qui constituent la principale communauté du pays, mais il y a aussi des Chinois bouddhistes et une petite communauté d'Indiens. Donc, pour en revenir aux Malais de religion musulmane, ils me disent, dans le Coran, il y a marqué qu'on doit être enterré entier. Donc déjà, le don d'organes, vous voyez, c'est transgressif. Tout le monde s'accorde à dire que c'est transgressif, mais pour des raisons de santé publique, puisque les immunosuppresseurs marchaient, ces médicaments destinés à empêcher le rejet des organes greffés, on a un petit peu éduqué la population au don d'organes, on continue toujours, pour faire passer dans les mœurs quelque chose d'un petit peu transgressif, vous voyez, où on joue sur la frontière entre la vie et la mort, avec toujours des polémiques entre spécialistes. Bon, vous savez que les spécialistes sont jamais d'accord entre eux, mais si vous écoutez un petit peu, si vous traînez un petit peu les oreilles et vos guêtres à Harvard, à la Harvard Medical School, à Boston, vous entendrez les spécialistes dire que la mort encéphalique équivaut à un coma dépassé et n'équivaut pas à la mort. Bon, donc il y a toutes ces discussions, donc la règle du donneur mort, rien n'arrive, on ne prélèvera pas les organes tant que la personne n'est pas morte. Les juristes aux États-Unis disent c'est pas la vérité, puisque le constat de décès sur le plan de l'éthique est un petit peu questionnable. Oui, la personne est morte au sens juridique, mais elle est encore assez vivante pour que ses organes puissent être utiles à d'autres. Vous voyez, cette espèce de de zone grise, on va dire, de l'éthique que certaines cultures questionnent. Alors, comment empêcher cet immense trafic d'organes en Chine, puisqu'il y a une réserve fabuleuse, 10 000 transplantations par an, avec tous ces condamnés à mort en Chine, et ce trafic d'organes. Il y a un ado cet été qui avait vendu un rein pour acheter un iPad et un ordinateur Apple. Alors qu'il est, je sais pas s'il est toujours en vie, parce qu'il a eu des infections post-opératoires terribles. Et vous voyez un petit peu tout le biomarché que tout ça génère. Alors on est un petit peu à une transition, puisque maintenant le marché, avant, il appartenait exclusivement aux laboratoires pharmaceutiques fabricants de médicaments immunosuppresseurs que les patients greffés doivent prendre chaque jour pour éviter les rejets. Et maintenant, il y a toute la concurrence qui arrive des vendeurs de logiciels, entre guillemets, et de toutes ces imprimantes d'organes 3D, de toutes ces solutions où on prélève un bout de vessie, on le cultive avec des cellules souches pendant 2-3 semaines, et puis on réimplante cette mixture, on va dire, dans le corps du patient, et ça lui fait un rein. Voilà, on a 10-15 ans de recul avec cette méthode. Donc, les alternatives, elles existent, vous voyez. Il y a une alternative à la transplantation cardiaque, il y a une alternative à la transplantation rénale, qui sont quand même les deux têtes de gondole de la transplantation dans le monde. L'une parce qu'elle est très symbolique, le cœur. L'autre parce que le rein est l'organe le plus demandé dans le monde. 80% de toutes les transplantations effectuées dans le monde concernent le rein. Donc on va voir un petit peu comment l'innovation va bousculer les mentalités, les intérêts, les schémas économiques existants, qui sont clairement autour de la molécule, le médicament anti-rejet, pour s'implémenter, pour commencer à s'implémenter dans les différents pays. Alors je pense que les patients ont un rôle à jouer là-dedans, puisque évidemment tout ce qui est communauté de patients, c'est-à-dire association de patients transplantés ou en attente de greffe,
et pilotée, chapeautée par des comités scientifiques qui n'ont pas intérêt à ce que les choses bougent, puisqu'ils ont des intérêts dans le médicament immunosuppresseur, des intérêts financiers, j'entends. Donc il va falloir que les patients prennent un petit peu leur destin en main et prennent les gens par la main pour implémenter le changement. Parce que, encore une fois, si j'en reviens à mes consultants style Boston Consulting Group ou les consultants en innovation en créativité chez les entreprises du CAC 40, ils disent tous la même chose. L'innovation, le management supérieur et puis les gens, les employés, ils sont pour. C'est bien, c'est une bonne chose l'innovation. Mais le middle management, il est pas pour, parce que c'est du travail en plus, pour pas une augmentation de salaire en plus, et puis pas une reconnaissance en plus, pas forcément, ça lui rapporte pas grand chose finalement. Vous voyez, donc il y a toute cette réflexion à faire, tous ces schémas peut-être un petit peu à revoir. On est en plus dans le mode 2.0, donc je vais finir l'information partagée sur le net, on en envoie, on en reçoit, on partage en temps réel, transparence un peu plus du moins. On n'est plus dans le schéma pyramidal du mandarin médical qui détient l'information et secret. Donc je pose la question à vous, messieurs les chirurgiens transplanteurs, et vous, messieurs les présidents de comités d'éthique. À l'heure qu'il est, des familles de patients peuvent clairement savoir ce qu'il en est des organes. Vous voyez, en faisant des recoupements, en s'écrivant, en participant à des forums, un tel est mort à telle date, il y a eu un accident, telle personne a été transplantée à telle date. Regardez le livre de l'actrice Charlotte de Cœur inconnu. Voilà, par exemple. Donc ça va arriver de plus en plus. Alors l'anonymat battu en brèche, puisque maintenant, avec Internet, l'info circule. La gratuité du don, battue en brèche avec tout ce trafic d'organes massif mondial. Vous voyez, on est un petit peu quand même en train de devoir réviser les standards. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va dire Eureka, on est proactif, on essaye d'avancer, ou est-ce qu'on va dire caramba parce que on a attendu les bras croisés que les choses se fassent sans bouger? Voilà. Eh bien, à bientôt pour une prochaine chronique bioéthique. Merci, au revoir.